Commençons maintenant le chapitre de gestion des disques et systèmes de fichiers ou file system. Même si pour l'utilisateur, le système de fichiers Unix, l'Unix apparaît comme une seule arborescence globale, en fait, il est constitué de plusieurs arborescences ou bien sous-arborescences qui sont rassemblées lors du démarrage du système. Donc, en démarrant le système, avec une opération qui s'appelle le montage, on relie plusieurs arborescences et sous-arborescences pour donner à l'utilisateur l'impression qu'il est en train de manipuler un seul ou bien une seule arborescence. Alors, ces différentes sous-arborescences sont appelées le file system ou un système de fichiers. Vous pouvez trouver cette appellation qui est anglo-saxonne de file system, même dans une documentation française. Sans problème, si vous trouvez système de fichiers aussi, ça correspond à la même chose. Donc un file system, il correspond à une structure physique précise qui est installée sur une partie de l'espace disque. Et plusieurs types de file system sont disponibles selon les versions de Unix ou bien les distributions Linux. Et nous allons détailler par la suite les différents types de file system qui peuvent exister. Donc, d'abord, parlons un petit peu des commandes de base qui permettent de manipuler les fichiers et les dossiers dans une arborescence du système de gestion de fichiers. Et bien sûr, c'est un rappel parce que la majorité de ces commandes, vous les connaissez déjà et on les a déjà manipulées. Donc, la fameuse commande ls qui permet de lister l'arborescence. Donc, en faisant ls successivement, on peut voir notre position depuis la racine jusqu'à notre fichier ou répertoire en cours. La fonction du affiche une arborescence avec sa taille. La commande find, il permet de rechercher des fichiers avec des actions selon ses options. La commande rm, il permet la suppression des fichiers ou bien des répertoires. La commande cp, il permet de faire la copie. La commande chmod, on a vu que c'est une commande de changement de droit. La commande chgroup, ça permet de changer le groupe de propriétaires. Et la commande chown aussi, on a vu que c'est une commande qui permet de changer de propriétaire. Et bien sûr, tout ce qu'on a vu en matière de gestion des utilisateurs, ils ont un lien permanent avec la gestion des file systems, puisque comme vous avez vu, donc on a passé une bonne partie de cette partie-là, de cette formation-là, en parlant des droits d'accès d'un utilisateur à un fichier, ou bien des droits d'accès d'un utilisateur à un dossier, ou bien des droits d'accès d'un groupe à un fichier, d'un groupe à un répertoire, ou bien de tout le monde, des autres utilisateurs au-delà de l'utilisateur du groupe par rapport à un fichier, ou bien au-delà de l'utilisateur et du groupe par rapport à un répertoire. Donc, la première des choses à retenir, c'est le nom de votre partition. Donc, le nom de votre partition, donc on parle de ce qu'on appelle une nomenclature. Alors, une nomenclature, c'est quoi? Donc, la nomenclature, c'est suivant le type de contrôleur et d'interface sur lesquels les disques sont connectés. Donc, Linux, il donne des noms différents aux fichiers spéciaux des périphériques disques et chaque disque, il est représenté par un fichier spécial qui est de type bloc. Donc, on a des fichiers de type, des fichiers qui sont reliés à un contrôleur de type IDE. Leur nom, il commence par H. Et les fichiers qui sont reliés à des contrôleurs de type SCI, SCA, SAS, Fiber Channel, USB, Fireware, ce sont des fichiers qui commencent avec un petit s minuscule. Donc, lorsque vous allez vérifier vos partitions sous Linux, vous allez les trouver soit HDA1, HDA2, HDAN, ou bien SDA1, SDB1, SDC1, SDC2, SDC30, etc. Donc,
pour ce qui est des disques avec le contrôleur SCSI, donc on peut utiliser la commande LSS-CSI. Cette commande LSS-CSI, il permet d'énumérer les périphériques SCSI dont on dispose. Expliquons maintenant ce que c'est pour les contrôleurs IDE, ce que c'est que cette appellation HDA1. Alors le H, la première lettre, il indique si le disque il est de type IDE ou bien SCI. Parce qu'on a vu que si on a un disque SCSI, on fait SDA au lieu de HDA. Alors, pour ce qui est de la lettre D, donc cette lettre, il ne change pas. Raliben, c'est pour disque. Et le A, c'est cette lettre qui indique les différents disques durs qui existent. Et on peut avoir HDA1, HDA2, HDA3, etc. Et souvent, on met le HDA pour les masters et les HDB pour les slaves, comme vous savez. Donc, pour les disques, donc on trouve des disques qui sont master et des disques qui sont slave. Donc, on garde le A et le C pour les masters, le B et le D pour les slaves, et ainsi de suite. Pour ce qui est des SDA, pour les disques à contrôleur SCSI, alors le SDA c'est pour le premier disque, le SDB pour le deuxième, le STC pour le troisième, etc. Alors, la norme IDE, il est aussi valable pour les DVD graveurs, aussi sont vus comme étant des disques IDE. Donc, il y a une bibliothèque qui s'appelle Libata. Cette bibliothèque, il accède à l'ensemble des disques, que ce soit des disques IDE, des disques SCSI ou bien des disques USB. Et donc, pour chaque type, il y a une différence entre les supports en question. Il y a aussi des cas spéciaux de contrôleurs. Pour certains contrôleurs, ils ne suivent pas cette nomenclature, ni l'une ni l'autre. C'est par exemple le cas de certains contrôleurs RAID matériels. Donc les contrôleurs RAID matériels, c'est du cas par cas. Donc un contrôleur par exemple Smart Array sur un serveur HP place ses fichiers de périphérique dans /dev/ccis sous la norme CXDYPZ où X est le slow, Y est le disque, Z est la partition. Donc ça, c'est le cas des contrôleurs qui sont spécifiques. Parlons maintenant de la virtualisation. La virtualisation, comme vous le savez, c'est une partition qui est plutôt logique. La représentation des disques du système invité, virtualisé, il dépend du type de contrôleur simulé. La plupart sont de type IDE ou SCSI. Et dans les deux cas, bien souvent avec la bibliothèque qu'on a citée, la Libata, ils sont vus comme du SCSI. Par contre, certains systèmes comme les KVM, ils proposent de la paravirtualisation. Donc, la paravirtualisation, il offre un contrôleur spécifique présentant les disques sous le nom VDX, Virtual Disk X. Donc, vous allez trouver pour la virtualisation VDA, VDB, VDC, etc. etc. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la virtualisation. Il y a aussi les Storage Area Network. Généralement, c'est un stockage qui est particulier, ce qu'on appelle du multipathing. Donc, les disques raccordés via un SAN ou par ICSI sont vus comme des disques aussi SCSI. Et ils conservent cette nomenclature de STA1, STA2, etc. Donc, pour les systèmes de gestion des chemins multiples, ils se placent par-dessus et ils fournissent d'autres noms. Donc, dépendamment des contextes, il y a plusieurs cas. Donc, par défaut, l'Unix pour les multipaths, il les nomme MPath 0, MPath 1, MPath 2, etc., etc. Alors, pour ce qui est de l'organisation classique en partition, lors de son intégration, donc dès l'installation du système ou lors d'un ajout ultérieur, un disque il est divisé en partitions, baptisées aussi sections, et on peut les appeler aussi des slices. Donc une partition, c'est une région contiguë d'un seul disque.
Sa taille n'est pas modifiable par la suite. Et un découpage demande de la part de la personne qui est installée une planification, une expérience, afin d'effectuer des choix qui sont cohérents par rapport à la taille des différents file systems qui seront créés sur cette partition. Et donc, on peut dire qu'une partition, il peut contenir un ou plusieurs file systems. Donc, un file system, un système de fichiers, c'est une organisation logique des supports au niveau le plus bas comme au niveau de l'utilisateur. C'est la façon avec laquelle l'utilisateur il perçoit sa partition. Cette organisation logique d'information et des données sur le fichier. Sur des fichiers, donc c'est le file system. Et le file system, il est choisi par l'administrateur du système Linux et Unix. Donc, pour ce qui est du principe, ce qu'on fait, c'est associer un nom de fichier à son contenu et permettre l'accès en gérant le mécanisme de protection des accès. Ça, c'est le rôle d'un file system. File system, comment il procède? Pour un fichier donné, il associe le nom au contenu et il permet l'accès en gérant les mécanismes de protection des accès, comme on l'a vu précédemment. Donc, le file system, il permet de fournir une vision qui est plutôt structurée de ces données, les distinguer, les traiter, les manipuler avec des commandes et des programmes. Comme on a vu tout à l'heure dans la vidéo précédente, des commandes de base qui permettent de manipuler un système de gestion de fichiers. Le file system est sous forme d'arbre de répertoire et de sous-répertoire à partir d'une même racine. Donc, il y a un point très important à signaler, c'est qu'en complément de ceci, il convient de prévoir aussi une partition pour la gestion de la mémoire virtuelle. Et cette gestion, bien cet espace, il se nomme traditionnellement une zone de swap ou encore en français un espace de pagination. Vous allez plus trouver sur les documentations officielles le swap, le nom swap. Et il s'agit d'un espace disque qui est particulier, qui est directement géré par le noyau. Donc c'est un cas, c'est une partie qui est particulière pour cette tâche de gestion de mémoire virtuelle. Donc, pour ce qui est des métadonnées, un fichier dans un système de gestion des fichiers, il est décrit par des propriétés appelées des métadonnées. Donc, des métadonnées, c'est des inodes sous Linux différents d'un file system à un autre. Donc, les inodes sous Linux, ils diffèrent d'un file system à un autre. Alors, j'explique ce que c'est qu'une. Alors, inode ou nœud d'index en français, donc inode en anglais, c'est une contraction entre index et node. C'est une structure de données qui contient des informations détaillées qui concernent un fichier ou un répertoire stocké dans un système, dans un file system. Pour chaque fichier, on le fait correspondre à ce qu'on appelle un numéro d'inode ou bien enable. Et dans le système de fichiers dans lequel il réside, ce enable, il est unique. Donc, le inode, il contient notamment des informations, comme vous les voyez sur en bleu, sur le tableau. Il contient des informations concernant le type de fichier, la taille du fichier en octets, le propriétaire et le groupe, les droits d'accès, les adresses des blocs disques alloués à ce fichier et 3 dates système, à savoir la dernière modification, la dernière consultation et la dernière modification de l'inode. Et bien sûr, comme je l'ai signalé, donc l'inode sous Linux, il diffère d'un file system à un autre file system, dépendamment des types de file system, comme on va le voir par la suite. Pour ce qui est du journal, donc le journal, la journalisation, c'est un mécanisme qui permet la traçabilité des changements intervenus avant de les effectuer. Les nouvelles informations écrasent les anciennes et en cas de coupure brutale, le file system, il lit le journal et répare les pannes qui figurent au niveau d'un fichier. Donc, les répertoires, ils contiennent des couples, nom fichier, numéro inode.
Et le numéro inode, comme je viens de dire, il correspond à une entrée dans ce qu'on appelle une table d'inode du file system concerné. Donc, chaque file system, il contient plusieurs tables d'inode qui font, au moins une, qui font la correspondance entre les fichiers et leur numéro inode. Et c'est sa façon d'organiser ces fichiers. Donc, tout système Unix Linux, il contient une et une seule arborescence sous forme de fichiers, comme on a dit, que ce soit pour les fichiers, pour les utilisateurs, pour les groupes, pour les commandes, etc. Cette arborescence, il contient tout ce dont le système a besoin pour faire fonctionner les commandes, pour manipuler les fichiers, et à savoir un noyau et des modules. Donc, on a des fichiers pour accéder au périphérique, on a des fichiers de configuration, on a des fichiers binaires qui sont exécutables, on a des librairies, on a des répertoires pour accueillir des fichiers temporaires, on a des fichiers pour la journalisation, on a des fichiers pour gérer les impressions, on a des répertoires pour gérer les impressions, des répertoires pour les utilisateurs et des produits tiers, à savoir des binaires, des configurations, des librairies et autres. Et bien sûr, là, on va encore revoir cette partie-là ou bien insister sur cette partie-là en revoyant les principaux répertoires qui sont accessibles via les liens symboliques permettant de rendre transparents les changements des noms par rapport aux versions antérieures du système, à savoir le /bin, le /dev, le /etc, le /home, le /lib, /sbin, /temp, /user, etc., etc. Donc, pour ce qui est de système de gestion de fichiers, donc il y a aussi un truc ou bien un point très important à soulever, à savoir le mode. Donc le mode, on a deux types de modes. On a un mode en bloc et on a le mode RAW. Donc les entrées-sorties disques, ils peuvent s'effectuer de deux façons. Le mode, c'est la façon avec laquelle on effectue des entrées-sorties sur le disque. Donc, le mode bloc et le mode RAW. Bien, avec le mode RAW, on peut aussi le trouver dans la documentation appelée le mode caractère. Pour ce qui est du mode bloc, il correspond à l'utilisation normale des disques par un service de buffer avec des tampons qui sont gérés par le noyau et qui pratiquent des écritures qui sont différées et des lectures qui sont anticipées. Il est aussi possible d'effectuer des entrées-sorties sans utiliser les services classiques du noyau. Et pour ce faire, les partitions, ils possèdent deux noms différents en tant que fichiers spéciaux. Vous vous rappelez des fichiers spéciaux? C'est des fichiers qui contiennent des commandes à exécuter. L'entrée en mode bloc, il correspond aux commandes qui sont usuelles et à l'utilisation en tant que file system. L'entrée au mode RAW, par contre, de type, ou bien le mode RAW block, type C, dans l'affichage de la commande ls-l, il est disponible pour une utilisation en tant que partition dédiée à un logiciel. Je m'explique. Donc, dans ce cas, lorsqu'on a un mode RAW block, dans ce mode, ce mode ne contient pas de file system proprement dit. Et la gestion, il est réalisé totalement sous la responsabilité d'un logiciel. Par exemple, un système de gestion de base de données. Il gère directement l'espace disque correspondant à cette base de données. Et on parle alors, dans le jargon d'un administrateur système, d'une row partition. On parle d'une row partition. Donc, une row partition, ce n'est pas une partition qui est gérée par le noyau, mais c'est une partition qui est gérée par un logiciel auquel on cède la main pour qu'il gère cette partition. Il faut aussi noter que même si la partition il contient un file system, certaines commandes administratives, de par leur fonctionnement interne, utilisent aussi l'entrée en mode RAW block. Et les versions Linux, ils ne conservent pas cette distinction entre les modes types de fichiers spéciaux pour une même partition. L'entrée en mode bloc est la seule qui est disponible. La commande RAW permet cependant d'effectuer une association avec une entrée caractère, fichiers spéciaux sous la /dev/raw pour permettre l'utilisation en tant que partition qui est plutôt dédiée.